Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée de ce retard. J'ai un bug technique avec Livestorm, mais on va pouvoir démarrer. On va juste s'assurer. On avait un problème avec Charles du coup, mais là je vais faire monter Charles sur scène pour que l'event puisse démarrer. J'espère en attendant que vous m'entendez bien. Ah ça y est Charles, je t'entends, je te vois. Est-ce que tu Ouais, m'entends bien? tu m'entends bien? Trop bien. Ouais, c'est Ouais, parfait. nickel. Donc du coup, je suis désolée pour ce retard technique, mais voilà, tout va bien, on se retrouve, on est tous les deux et tous nos participants normalement peuvent aussi nous entendre. Si vous avez le moindre souci, vous n'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat que vous verrez en bas de votre écran. Alors, on va passer 45 minutes. On a démarré un petit peu en retard, donc on débordera sûrement un petit peu. L'objectif de ces 45 minutes, c'est vraiment un échange avec Charles pour qu'il puisse revenir sur son expérience, son parcours, sa vision, ses conseils. Moi, je vais lui poser des questions sous forme d'interview. Vous, si vous avez d'autres questions, d'autres points qui vous semblent importants, vous n'hésitez pas à l'écrire sur le chat et je serai votre voix pour aujourd'hui et je poserai la question à Charles. Je suis super contente qu'on se retrouve aujourd'hui. Je vais partager mon écran parce qu'avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a quelques éléments que je trouve important de vous partager, comme qui on est chez Lyon et pourquoi ce sujet. Alors, je partage mon écran. S'il vous plaît, ne me jugez pas. J'ai plein d'onglets différents. Je sais que c'est pas bien pour mon ordinateur, mais alors aujourd'hui, du coup, comme je vous le disais, on va passer 45 minutes ensemble. Moi, je me présente. Je m'appelle Joséphine. J'ai rejoint Lyon en 2019 et je suis Head of Lyon. Donc j'accompagne toutes les équipes de Lyon pour faire en sorte que Lyon cartonne, à la fois dans la pédagogie. Donc depuis que je suis arrivée, j'ai accompagné toutes les promos de notre programme management qui s'appelle Team Leader. Et aussi aujourd'hui, j'ai une double casquette parce qu'en plus d'être dans le côté formation et Team Leader, j'accompagne évidemment la Team Lyon. Donc j'ai la casquette aussi manager et je me pose plein de questions sûrement comme vous. Et c'est pour ça que ce sujet me tient particulièrement à cœur parce qu'en tant que manager, il y a des moments qui sont plus ou moins difficiles et il y a ce sujet de stress qui revient assez souvent de comment est-ce qu'on fait pour manager dans un environnement qui est plus ou moins compliqué. Donc voilà pour ma présentation. Je vais vous expliquer qui on est chez Lyon. J'ai reconnu dans les inscriptions et dans les personnes qui sont connectées des alumni Lyon. Donc ça fait toujours plaisir de voir que vous revenez nous voir évidemment. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Lyon, on est l'école de l'ère entrepreneuriale. L'ère entrepreneuriale, c'est bien beau, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas du tout le fait qu'on est tous ou qu'on doit tous être des entrepreneurs, mais c'est plutôt le fait d'être entreprenant dans sa vie professionnelle. En fait, on nous parle beaucoup d'apprentissage quand on est au primaire, au collège, au lycée et si on fait des études supérieures. Et puis, paf, on arrive dans le monde professionnel et là, on en parle beaucoup moins. Alors que nous, on est convaincus que c'est l'apprentissage qui va nous remettre honneur de notre vie professionnelle, qui va nous redonner confiance et qui va nous permettre d'apprendre, d'évoluer et vraiment de ne pas subir sa vie professionnelle, mais de la décider. Et donc nous, Lyon, notre objectif, c'est d'accompagner toutes les personnes qui ont envie de monter en compétence sur des thématiques ou sur des métiers qui sont liés au digital. On existe depuis 2016, on a plus de 4500 alumni et plus de 450 intervenants qui sont des experts terrain comme Charles et qui viennent pas pour vous partager une théorie et une vision très tranchée, blanc, noir, bien, pas bien à appliquer, mais vraiment leurs expériences, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, les questions qui se sont posées et ce qu'ils ont pu vivre en tant que experts de ce sujet-là parce qu'ils le vivent dans des startups scale-up et parce que du coup ils l'ont testé, ils se sont plantés, ils ont réussi et ils ont appris. Voilà pour Lyon. Si vous avez d'autres questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, évidemment, vous n'hésitez pas à l'écrire dans le chat et je serai ravie de vous y répondre. Pour vous donner un petit peu plus de précision, même si mon objectif aujourd'hui c'est pas de vous faire le catalogue des différents programmes, mais juste pour vous donner un peu une vision 360 des différents sujets qu'on peut avoir. On va avoir des formations d'initiation, d'acculturation aux produits, aux grosses, à la data, au Web3, aux nouvelles façons de travailler. Et le dernier programme, qui est un programme qui existe depuis plus de 3 ans et qui vous intéresse particulièrement aujourd'hui, sinon vous ne seriez pas là, c'est la formation Team Leader qui aborde tous les sujets en tant que manager. Donc comment est-ce qu'on revoit ces façons de faire en fonction de ses équipes, en fonction du manager qu'on est et qu'on a envie d'être,
et en fonction de la culture de son entreprise, évidemment, en tant que manager. Et ça, Charles pourra nous le partager. Il y a des choses qui vont marcher à un temps T, qui marcheront pas forcément après, ou qui sont plus en lien ou en adéquation avec ce qu'on veut être, avec ce dont on a besoin et avec les besoins de l'entreprise. Donc, comment est-ce qu'on revoit ces façons de manager? Et c'est exactement pour ça que ce programme a été créé en 2019 avec pour objectif vraiment de pouvoir réfléchir en tant que manager sur qu'est-ce qu'on fait de bien, qu'est-ce qu'on peut mieux faire, qu'est-ce qu'on peut challenger, qu'est-ce qu'on peut arrêter de faire et comment est-ce qu'on s'inspire en parlant à des personnes qui ont les mêmes questions, qui ont eu les mêmes questions, qui ont des questions qui sont assez proches, mais qui viennent d'entreprises très différentes. Et donc, comment est-ce qu'on peut partager avec les uns et les autres pour s'aider et bénéficier de l'intelligence collective? Voilà, si jamais vous avez des questions sur le programme Team Leader, donc comment est-ce qu'on revoit ces façons de manager, vous n'hésitez pas soit à me contacter, soit à aller contacter directement Armand, puisqu'on a une promotion qui démarre d'ici 3 semaines, une promotion en présentiel pour vraiment avoir ces échanges, faire partie d'une communauté et pouvoir rencontrer des gens. Et ça, c'est un point qui est très important pour nous. J'ai beaucoup parlé de Lyon et là, on va enfin pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Avant de pouvoir laisser la parole et de démarrer cette interview avec Charles, pour nous, c'était important de savoir qui vous êtes, quel poste vous avez, vous managez depuis combien de temps, combien de personnes vous managez, qu'est-ce qui vous semble particulièrement difficile. Donc voilà, on vous laisse écrire dans le chat des points qui vous semblent clés à nous partager pour qu'on puisse tourner cet échange avec Charles le plus possible autour de vous, vos questions et vos enjeux, et nous savoir qui vous êtes un petit peu et d'où vous venez. Je vous laisse tout ça écrire dans le chat. Et puis, merci encore, Charles, d'être avec moi aujourd'hui. Merci, tu es un de nos intervenants depuis toujours, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, tu vas pouvoir nous partager ta vision du manager et du manager dans une situation de crise. Comment est-ce qu'on accompagne ces équipes? Comment est-ce qu'on se pose les bonnes questions? Et comment est-ce qu'on peut s'inspirer de nouvelles méthodes? Donc, merci encore d'être avec nous. Merci, Joséphine. Ce que je te propose, j'arrête mon partage d'écran. Donc normalement, hop, là, vous me revoyez. Moi, je vais retourner ici et normalement, je vais te revoir aussi, Charles. C'est parfait. Ce que je te propose peut-être, c'est, avant d'expliquer ton parcours, parce qu'on y reviendra et que c'est super important, mais peut-être d'abord, pour toi, c'est quoi finalement le rôle d'un manager? En fait, c'est une image peut-être un peu débile, mais j'adore les Marvel et je pense souvent à Alfred dans Batman. Je sais pas si vous connaissez bien cette image-là, mais on peut prendre aussi l'image d'un majordome ou même dans un grand hôtel, mais c'est la notion d'être au service de son équipe. En fait, Batman serait rien sans Alfred. Désolé, c'est un peu masculin et c'est un peu nul comme image, mais je pense que ça parle à tout le monde. En fait, j'aime bien cette notion en fait, Batman serait rien sans Alfred, et je pense que derrière tout grand sportif, par exemple, ou sportive, il y a aussi un ou une grande coach. Et c'est un peu ça ce que j'aime bien dans le management, même si coaching et management diffèrent parfois. C'est cette notion de je dois permettre à mon équipe d'atteindre ce qu'on appelle la zone de génie. Et la zone de génie, pour faire simple, c'est en fait un endroit où on va exceller dans les résultats et en même temps on prend son pied. Parce que la réalité, c'est qu'en fait, on est tous et toutes meilleurs quand on adore ce qu'on fait. Donc, pour moi, le manager, c'est l'homme ou la femme, ou même parfois le système, qui va permettre à des individualités de se surpasser d'un point de vue résultat et se surkiffer, entre guillemets, enfin, de surkiffer ce qu'ils vont faire, quoi. Et c'est un très bon point. Tu parles de surkiffer ce qu'on fait. Et en tant que manager, tu penses que c'est quoi un peu les grandes missions et donc les grandes qualités qui sont nécessaires d'avoir? En fait, je pense que la clé, c'est surtout de manager par l'exemple. Donc déjà, il faut aussi prendre son pied soi-même. On y reviendra sûrement, mais je pense pas que manager, c'est fait pour tout le monde. Je pense que pendant très longtemps en France, malheureusement, en fait, la progression dans la carrière, en fait, t'amenait forcément à du management et socialement et même financièrement. En fait, la continuité naturelle dans la progression, c'était le management au détriment de l'expertise. Et donc, grosso modo, je pense que ce qui est important, c'est d'être très enthousiaste. Enfin, en fait, c'est de prendre son pied dans le management. Donc, ça veut dire justement prendre son pied être heureux dans le fait de pouvoir être au service de son équipe. Donc, je pense qu'il faut être très enthousiaste, il faut avoir un grand sens de l'écoute. Moi, j'ai mis des années à vraiment comprendre ce que ça voulait dire. Et c'est très difficile, en fait, d'avoir un sens de l'écoute. C'est très difficile de s'asseoir et pendant peut-être parfois, si ce n'est que 2, 3 minutes, de ne pas parler et d'écouter. Donc, je dirais, en fait,
pour moi, c'est vraiment le sens de l'écoute, l'enthousiasme et l'honnêteté. Parce que même, notamment dans les moments difficiles, mais je pense qu'il faut être très transparent. Et il faut pas prendre les gens pour, entre guillemets, des idiots. Ou, voilà. Donc, je pense qu'il faut être très honnête à la fois personnellement dans ses valeurs et aussi très honnête dans les questions qu'on peut recevoir et les réponses qu'on apporte, quoi. Donc, je dirais écoute, honnêteté et enthousiasme. Trop bien. Et tout à l'heure, tu nous disais que pour toi, ce qui était très important, c'est de manager par l'exemple. Donc, est-ce que ça veut dire que tu fais ce que ton manager doit faire pour lui montrer comment tu peux le faire? Est-ce que du coup, tu ne manages souvent que des personnes dont tu as déjà fait le métier? Ou manager par l'exemple, est-ce que ça se décline d'autres façons aussi? Non, je pense qu'en fait, t'as pas forcément. Enfin, pour moi, c'est pas l'exemple de l'opérationnel qui compte dans le sens où t'as pas forcément besoin d'avoir fait le métier de ton équipe ou de la personne que tu manages pour pouvoir l'aider à bien le faire, en fait. Mhm. Parce que s'il y a des questions très techniques, en général, bah, il peut soit se référer à des collègues plus experts, plus seniors, soit potentiellement avec de l'externe via de l'advisory, du coaching ou autre. Donc, en fait, déjà, je pense que il faut pas être un pro du métier qu'on manage pour manager. Je pense Mhm. que d'ailleurs, il y a l'exemple, enfin moi je suis assez fan de foot, mais je pense que c'est vrai dans beaucoup de sports en fait. Dans beaucoup de sports, enfin, il y a une partie des coachs qui vont être des coachs issus du sport en lui-même, mais parfois pas du tout. Et donc je pense que c'est aussi bien, enfin je prends souvent l'image du sport parce que cette zone de génie, en fait, on entend souvent dans le sport quand une athlète, par exemple, surperforme, ou on dit qu'elle est dans la zone ou il est dans la zone. Et en fait, c'est un peu ça. Et donc, grosso modo, je pense que pour être un très bon manager, on n'a pas besoin d'avoir fait le métier avant. Par contre, c'est plus un exemple, notamment dans les états d'esprit qu'on va demander dans l'équipe. Si on demande d'avoir un esprit d'équipe, ce qui est souvent entendu dans le management, il y a souvent le terme esprit d'équipe qui revient avec. Je pense que Mhm. c'est très important aussi d'être soi-même, d'avoir l'esprit d'équipe très fort. Pareil sur l'esprit entrepreneurial. Enfin, voilà, je pense que c'est plus les qualités ou les états d'esprit. C'est sur ce genre de sujet qu'on doit être un exemple aussi. Sinon, en fait, bah, très vite, on va non seulement se décrédibiliser, et on y reviendra peut-être aussi sur la partie plutôt stress, anxiété, Mhm. etc. Mais je pense que c'est très important dans ces sujets-là d'être notamment un exemple soi-même. Donc, je dis une bêtise, mais si on demande aux gens de pas trop se cramer au bureau, de lever le pied, d'avoir un bon équilibre de vie. En fait, si moi, en tant que manager, je finis à 22 heures, j'envoie des emails le week-end, bah, en fait, je suis pas crédible, quoi. Oui, complètement. Et puis du coup, ça montre aussi que c'est comme si c'était la culture de boîte que tu allais incarner et qu'en fait, ouais, c'est. Et si on revient un peu sur toi, ce que tu as vécu, ce que tu as eu pendant tout ton parcours, est-ce que là, comme ça, en tête, tu as un manager que tu as le plus admiré? Est-ce que tu saurais nous dire pourquoi? Mais ça peut être aussi, tu vois, tu nous parlais d'Alfred tout à l'heure, donc ça peut aussi être une vision plus, tu vois, plus métaphorique du manager que tu trouves waouh. En fait, il y en a un que j'ai pas rencontré, il y en a un que j'ai rencontré. Celui que j'ai rencontré, c'est le CEO de Open Classroom, Mhm, Pierre, je crois, mais que j'avais trouvé. Enfin, en fait, j'ai eu des rendez-vous avec des grands comptes, donc des grands clients, des grands groupes français, avec lui sur des sujets de télétravail, de culture, de management. Et je l'avais trouvé toujours assez impressionnant. Donc, je sais pas trop de l'intérieur, en fait, en tant que manager, ce que c'est, mais je sais que de l'extérieur, en tout cas, de CEO à CEO, ça avait toujours assez impressionné. Et je l'ai trouvé très juste dans la philosophie du management qu'il a. Et la ok. personne, enfin, et j'ai lu un livre, bah, le livre de Alex Ferguson, enfin Sir Alex Ferguson, qui était l'entraîneur d'une équipe de foot connue qui s'appelle Manchester United, qui aujourd'hui est prof de management à Harvard. Et je trouve que justement, ça montre bien aussi que, bah, en fait, lui, il a fait aucune école de management. Il est ancien footballeur qui est devenu coach, enfin, ouais, coach, entraîneur de foot. Et en fait, il se retrouve à être prof à Harvard. Donc, je pense que voilà, ça montre aussi qu'il y a dans le sport pas mal de belles choses à aller récupérer. Et ça fait des milliers d'années peut-être même qu'on s'entraîne et qu'on a des entraîneurs. Donc, je pense que c'est bien de s'inspirer de tout ça, quoi. Trop bien, super clair. Et peut-être qu'on peut revenir à toi un petit peu, ton parcours, parce que moi je te connais, Charles, puisque tu es un de nos intervenants depuis super longtemps, mais nos participants ne te connaissent pas forcément. Est-ce que tu peux nous expliquer qui t'es et ce que tu as fait? Mhm. Et après, on rentrera plus dans les détails, bien évidemment. De... Ouais, grave. Bah, écoute, avec plaisir. Donc, moi, je suis Charles. J'ai 31 ans. Je suis entrepreneur dans la tech.
Je suis issu d'une école d'ingénieur. J'ai fait un double diplôme ingé commerce parce que j'étais pas forcément justement une flèche en sciences. Et j'ai monté ma première boîte à 25 ans en 2016 qui s'appelle Comet. J'ai été l'un des cofondateurs et le CEO, donc le PDG pendant un peu plus de 5 ans, de juin 2016 à juin 2021 en fait. Comet, on est une place de marché qui connecte des freelances dans la tech avec des grands groupes. Donc aujourd'hui, on fait un peu plus de 75 ou 80 millions de chiffre d'affaires, c'est devenu assez gros. Et voilà, donc trop belle aventure tech. C'était une histoire assez incroyable. Moi, je suis parti justement en fait en 2021 parce que j'étais pas mal fatigué. Je pense que j'ai su partir au bon moment et d'ailleurs, ça s'est très bien passé. Ça a pris du temps de faire la transition, etc. Mais c'était une super décision. Donc, je suis parti, on va dire, l'été 2021 après 5 ans. J'ai passé une bonne année à me reposer et là, depuis 6 mois, je suis sur un nouveau projet entrepreneurial aussi qui s'appelle Nocturne Games, où en fait on est un studio de jeux vidéo. Rien à voir, mais c'est 20 ans que j'adore le jeu vidéo. Et cette notion de kiff, bah, je me suis dit qu'il fallait que je me mette dans un domaine que j'adore. Et l'entrepreneuriat et le jeu vidéo, c'est deux choses qui me passionnent. Donc tout nouveau, mais je suis aussi le CEO. J'ai aussi deux cofondateurs. Ok, D'ailleurs, un ancien de Comet qui était un des cofondateurs chez Comet et qui l'est encore aujourd'hui sur Nocturne. Voilà, donc trop chez bien. Comet, pour juste donner, on a recruté plus d'une centaine de personnes, on avait beaucoup de salariés et on travaillait aussi avec beaucoup de freelance. Donc, le management et la culture en général, c'était des très gros sujets chez nous. Et justement, si on revient sur ton rôle chez Comet, en termes de culture managériale, qu'est-ce qui était important pour toi de mettre en place et qu'est-ce que vous avez mis en place dès le début? Alors, en fait, je pense qu'on avait une mauvaise image du management, entre guillemets, quand on est rentré. Moi, je venais d'école d'ingé et déjà, c'était mal vu. Mes camarades de promo me charriaient un peu quand j'ai fait un double diplôme, école de commerce, école d'ingé. En fait, quand tu viens des sciences un peu dures, tu as un peu l'impression que le management ou le business, c'est pas très cartésien et c'est un peu un échec en tant que scientifique, entre guillemets. Je mets des grandes guillemets, hein. Mais en tant qu'ingénieur, de rentrer dans ces sujets de management. Donc, j'avais toujours considéré que le management, c'était pas vraiment ni une science, ni même un art, enfin, ni même une compétence ou un panel de compétences. Et donc, en fait, j'avais toujours considéré que c'était très inné, en fait. Que c'était des choses qui s'apprenaient pas forcément, qui se travaillaient pas forcément, et que c'était juste des qualités. À la naissance, on avait des brins d'ADN Hmm. manager. Donc, en fait, au début, on a eu des stagiaires les premiers mois, puis au bout de 6 mois, on a eu des CDI, puis on a eu aussi des freelances, et ça s'est quand même très vite emballé parce qu'on a levé 25 millions et donc on a recruté assez vite. Mais donc, la première chose qu'on a mis en place, sans savoir que c'était du management, je pense que c'était peut-être justement un des brins d'ADN de notre management chez Comet, c'était la transparence. En fait, dès le début, les salaires étaient transparents, l'equity aussi, donc on donnait des BSPCE, donc comme des parts, si on veut, pas des parts, euh, on donnait donc, enfin, tout était transparent. Les documents, dès qu'on crée un document dans la boîte, il est transparent. Les salaires sont transparents. Toutes les semaines, on a mis en place des petites sessions qu'on appelait Ask Me Anything en anglais, où en fait, n'importe qui dans la boîte pouvait me poser des questions publiquement devant tout le monde. C'était n'importe quel type de question. Donc, ça répond pas directement, mais je sais que naturellement, nous, la transparence, c'est un truc qu'on a mis avant de connaître le management. Et après, on a été formés, en fait. On a eu des formations au management. Puis on a dû manager des managers, donc on a eu des formations sur comment manager des managers. Mais moi, sur les 50 Comet, je pense que, et ça fait écho à ce que tu disais en fait en intro sur la formation. Alors moi, je me suis formé pendant 4 ans sur les 5 ans, et j'ai souvent dit aux investisseurs pour les embêter que, en fait, moi, je faisais un MBA et Hmm. en entrepreneurial, et donc, enfin voilà, et encore aujourd'hui, sur le nouveau chapitre, on se forme encore beaucoup. Trop intéressant. Et si je reviens un peu sur le début, tu disais, quand vous avez démarré, vous aviez cette image un peu biaisée de on est manager, c'est inné, c'est beaucoup de savoir-vivre, etc. Euh, c'est une vision qui, honnêtement, a été pendant très longtemps la vision commune hein, de tout le monde qui se disait, bah oui, tout le monde devient manager et on l'a tous et ça s'apprend pas et tout. Et ça, je trouve que c'est une vision qui a énormément changé ces dernières années quand on est passé du syndrome du petit chef aussi à en fait Ouais. j'accompagne mes équipes, je vais les développer et je vais pas juste être le chef qui va diriger tout le monde. C'est pas vraiment ça aujourd'hui, être un manager. Euh, Est-ce que là, comme ça, tu as des pratiques du coup que tu as pu mettre en place pour ne pas tomber dans ce syndrome-là et vraiment accompagner tes équipes? En fait, c'est un truc qu'on a toujours fait. En fait, on est très friand de feedback, donc de recevoir du feedback et d'en donner, donc de dire ce qui va pas.
un truc qu'on a mis en place dès la première année. Chaque trimestre, en fait, on avait ce qu'on appelle une quarterly performance review. Donc, en fait, c'est une revue de performance trimestrielle. Mais lors de cette revue de performance, en fait, au lieu de juste faire les managers notent les managers, en fait, là, c'était une 360. Donc, en gros, chaque trimestre, mes collègues de mon équipe ou d'autres équipes, mais avec lesquelles j'interagis quotidiennement ou de manière hebdomadaire, les collègues proches vont entre guillemets, me juger, vont apprécier mon travail. Mon management aussi, mais aussi mes managers. Et en fait, c'est sur ce morceau-là que je voulais m'arrêter, c'est que c'est important en fait de laisser les managers. En fait, moi, je trouve ça crucial que, par définition, un manager, la meilleure personne pour apprécier son travail et donner des axes d'amélioration, c'est son équipe. Enfin, c'est les gens qui managent ou qu'elle manage. Donc, cette notion de 360 review trimestrielle, elle est super importante. Et dans ça, je pense que le système de feedback et de review, ce qu'on appelle bottom-up, donc c'est un truc qui est clé. Et donc, moi, en tant que CEO, pendant 5 ans, chaque trimestre, en fait, bah, tous les salariés, il y avait un questionnaire qui était anonyme parce que même si, bon, j'étais, je pense, assez disponible, assez jeune et je faisais pas peur, en fait, la réalité, c'est que faire un feedback au CEO quand c'est déclaratif, ça peut être un peu gênant. Donc, en fait, T'as le toujours questionnaire peur, hein, était même si les anonyme. jeunes, ouais. Ouais, en fait, tu peux toujours te dire, oula, si je lui mets un scud en direct, c'est peut-être pas génial. Alors après, on a appris à toute l'équipe et on a appris aussi à nous-mêmes comment donner du bon feedback, justement, pour éviter le jugement de valeur et faire un feedback très constructif. Mais ce questionnaire anonyme, il était chouette parce que là aussi, par l'exemple, en fait, c'est que moi, j'étais le premier à me faire review et à récupérer énormément de feedback. Et ce que je faisais chaque trimestre, en fait, j'envoyais le questionnaire et je prenais une journée avec mon chief of staff, qui est un peu mon bras droit, qui s'appelle Corentin, qui est un mec assez exceptionnel. Et on prenait une journée pour décortiquer ces résultats parce que parfois, en fait, à un moment, on a reçu peut-être 150, il y avait 150 personnes, en fait, parce qu'il y avait les salariés et les freelances les freelances qui bossaient avec nous, pas chez nos clients. Okay. Et donc, on prenait une journée pour décortiquer ça, faire des grands groupes de, OK, ces feedbacks-là, ils se ressemblent, on les met ensemble et tout. Et une sorte de plan d'action très personnel, en fait. Par exemple, un exemple très concret, c'est que moi, je pense que pendant peut-être 2 ans, j'étais tout le temps en retard aux réunions. Et les gens me le disaient pas trop. J'avais 5 minutes, comme je suis fumeur, ce qui est dommage. Mais comme je suis fumeur, en fait, j'avais toujours entre 2 meetings, fume ma clope, et j'avais 2 minutes de retard ou 3 minutes de retard sur la réunion. Et c'est symbolique, mais ces 2-3 minutes, elles sont chiantes. Alors là, aujourd'hui, j'ai pas fumé, je vous assure que ça a bugué. C'est pas Oui, moi. c'était vraiment Lifestyle, Mais c'était pas la clope de Charles, oui. non, exactement, exactement. Donc voilà, donc je pense que ce côté laisser, entre guillemets, ces managers les mettre très à l'aise pour donner du feedback, ça, c'est une clé importante. Ouais, mais je suis complètement d'accord. On a une session justement que tu connais dans le programme Team Leader et c'est hallucinant à quel point par moment on a l'impression qu'on va donner du feedback et en fait on n'en donne pas vraiment parce qu'il n'est pas vraiment constructif et à quel point aussi par peur de le dire trop tard, trop tôt, faire de la peine, ou voilà, en fait, on n'en donne pas et du coup, ça crée de la frustration. Et en fait, quand on parle de, tu sais, moi, ça me fait penser à Annabelle Bignon qui a cofondé Lyon. Une de nos valeurs, c'est la bienveillance. Et en fait, le truc qui peut être dangereux avec la bienveillance, c'est qu'on pense que c'est juste être sympa, la bienveillance. Mais la bienveillance, c'est pas être sympa. Et celle qui me disait, en fait, être bienveillant, c'est savoir et pouvoir dire à la personne ce qui peut améliorer et comment il peut être au top de son game. Et ça passe par le feedback, en fait. Et c'est souvent un peu sous-coté parce que ça nous met dans une position difficile et d'inconfort. Et donc, par moment, on n'ose pas et par simplicité ou par peur que ça apporte pas grand-chose ou le syndrome de l'imposteur que tout le monde connaît aussi un petit peu, on oublie un peu d'en donner et c'est dommage parce qu'en tant que manager et manager, je pense qu'on a tous envie et besoin et c'est super intéressant du coup aussi ta technique du 360 que toi aussi tu puisses en recevoir parce que là, de ce que tu nous disais en plus, tu vois, sur les 5 ans, tu disais que tu t'étais fait former pendant 4 ans et je pense que cette amélioration en continu, elle vient aussi des retours que tu as pu recevoir de tes managers. Donc, trop bien les 360. Grave. On a ça, nous aussi, chez Lyon, et j'avoue que je trouve que c'est incroyable, et même d'un point de vue perso, de revoir aussi ce que tu fais bien et ce qui est cool, et de pouvoir identifier et que ça soit confronté avec ce que toi, tu penses de toi-même, et de te rendre compte que, bah oui, ça, on est d'accord, je suis complètement aligné. Je trouve que c'est un reboost qui est hyper agréable. Enfin, hyper agréable. C'est pas le bon mot agréable, mais qui est hyper important. Non, mais c'est pas. Peut-être qu'on peut revenir cette fois-ci sur, d'abord, juste le stress. Je sais que c'est un sujet qui te tient particulièrement à cœur. On a déjà eu pas mal de discussions là-dessus, mais le stress au travail, comment tu le définis et qu'est-ce que ça représente pour toi?
En fait, déjà, enfin, moi j'ai appris dans le dur ce qu'était le stress et l'anxiété, c'est deux choses très différentes. Donc déjà, je pense que c'est très important de bien savoir ce qu'est le stress et l'anxiété. Le stress, grosso modo, c'est qu'il y a un événement extérieur très précis. Par exemple, j'ai eu une réunion très importante cet après-midi avec mon management ou avec mes investisseurs, etc., ou avec des clients. Et donc, cette réunion me stresse, ou j'ai une prise de parole en public ce soir, ou enfin voilà. Et donc, c'est un événement extérieur très précis avec une date, un événement, enfin voilà. Et ou bien j'ai cette date, cette deadline très importante. Donc en fait, le stress, il y a un côté très cartésien, c'est que je peux en fait, entre guillemets, si c'était un ennemi, ou en tout cas si c'était, enfin, je peux le pointer du doigt et je sais ce qui va me stresser. L'anxiété, déjà, c'est très différent. Je parle de ça parce que les deux sont vraiment, comme cul et chemise, comme on dit, sont très, très liés. L'anxiété, c'est souvent ce qui est généré par le stress. L'anxiété, c'est très intérieur, c'est très interne. Et en fait, il n'y a pas de suspect qu'on peut pointer du doigt. L'anxiété, elle est en général beaucoup plus diffuse. Et en fait, elle n'a pas justement de raison précise. Et donc, moi, j'ai fait ce qu'on appelle un trouble anxieux généralisé, un TAG, et en anglais, donc aussi Anxiety Disorder. Donc en fait, c'est que la machine de l'anxiété, elle était complètement déréglée. Ça a duré un peu plus d'1 an. C'était vraiment très désagréable et je le souhaiterais à personne, même pas à mon pire ennemi, parce que c'est très, très, très désagréable. Alors la chance, c'est que c'est pas dangereux. Et quand vous vivez ça, en fait, vous avez l'impression que c'est ce qu'il y a de plus dangereux au monde. Et donc, le trouble anxieux généralisé, c'est que moi, la machine à anxiété ou à stress, elle était complètement déréglée. Ça veut dire qu'un tout petit événement anodin allait me stresser. Donc, c'était en fait là très précis. Et en même temps, ben, quand il n'y avait aucun événement très précis, je ressentais de l'anxiété. Donc, ouais, c'est un sujet qui me parle énormément. Je pense que c'est un sujet qui est aussi avec, enfin, grâce au Covid, si on peut dire ça, mais la santé mentale, de manière générale, elle a fait un énorme boom depuis 2020. Je pense qu'on a tous pris conscience, notamment dans les confinements, que c'était très important de prendre soin de sa santé mentale au sens large. Alors, l'anxiété est loin d'être le seul problème, mais quand on regarde les chiffres, en fait, il y a 30% des gens qu'on connaît, et nous y compris, hein, mais 30% grosso modo de l'humanité va vivre dans sa vie un trouble assez fort. Ça peut être un trouble, ça peut être ce qu'on appelle un épisode dépressif. C'est quelques jours où on est vraiment pas bien. Donc ça arrive à beaucoup de gens et c'est pas grave, on rebondit. Ça peut être des crises d'angoisse, ça peut être un trouble anxieux, ça peut être plein de choses. Mais voilà. Et donc je pense que le message général, c'est que c'est un sujet que je trouve passionnant. J'ai failli reprendre mes études quand j'ai quitté Comet. J'ai failli reprendre mes études en neurosciences sur ces sujets de stress et d'anxiété parce que je trouve ça passionnant. Donc voilà. Et tu vois, tout à l'heure, tu nous disais l'idée par l'exemple. Si toi-même, en tant que manager, tu es stressé, comment tu fais pour ne pas le transmettre à tes équipes? Est-ce que toi, par exemple, dans ces moments-là où tu ressentais beaucoup de stress, est-ce que tu penses que malgré tout, tes équipes imbibaient ton stress et les géraient, enfin, et devaient elles aussi gérer ce stress? Comment tu penses que c'est transmis ou pas transmis, ou comment ne pas le transmettre? En fait, déjà, moi, j'ai pris aucun médicament pour guérir. J'ai eu ce qu'on appelle une thérapie cognitive et comportementale, une TCC, qui m'a vraiment, pour être honnête, changé la vie et qui était extraordinaire. Et je pèse mes mots. Et en fait, la première phrase que j'ai eue lors du premier rendez-vous avec ma psychologue, enfin, ma psychothérapeute, elle m'a dit: on n'apprend pas à nager dans la tempête. Et donc, j'ai trouvé que cette phrase, sur le coup, je ne la comprenais pas. Mais en fait, elle est très juste. Déjà, c'est que en fait, prendre soin de soi, gérer son stress, bah, en fait, c'est un peu trop tard quand vous le faites. Bien sûr que quand vous ressentez énormément de stress, il faut le faire. Mais dites-vous que c'est quand vous allez bien qu'il faut gérer ça et qu'il faut travailler là-dessus. Parce que enfin, le temps qu'on prend pas à prendre soin de soi quand on va bien, on le prendra quand on ira mal. Donc, en fait, autant le prendre maintenant. Donc, ça c'est le premier message parce que déjà, pour pas justement que son équipe, elle sente le stress, mais il faut déjà ne pas être stressé soi-même. La réalité, c'est que sur le stress, 80% des choses sont non verbales. Donc, vous allez transmettre le stress naturellement. Enfin, si je baille, vous allez bailler. Si je suis tendu physiquement, vous serez tendu physiquement. Et c'est une réalité, elle marche même en visio. C'est que si je suis complètement comme ça, assez naturellement, à un moment où vous aussi, vous allez vous dire, parce que c'est anthropologique, c'est que, en gros, j'ai l'impression qu'il y a un danger, je vous transmets l'info non verbale qu'il y a potentiellement un danger, et donc vous aussi, ça va déclencher une réponse de il y a peut-être un danger. Donc, grosso modo, oui, malheureusement, en fait, quand on est stressé, le stress ruisselle. Moi, j'avais vraiment essayé au maximum, avant mes pitchs, par exemple, avant mes réunions d'équipe,
ça soit devant tous les salariés ou en petit comité à 4-5. Mais quand j'étais dans le dur de l'anxiété et du stress en 2021, j'allais aux toilettes 5 minutes avant, pas justement pour fumer ma clope, mais parce que j'étais un peu en crise d'angoisse et j'essayais au maximum de le masquer. Et en fait, justement, j'avais une sorte d'armure ou de carapace ou de masque qui fait que, hop, j'arrivais et en fait, j'avais l'impression, enfin, en tout cas, je donnais l'impression que tout allait, etc. Alors qu'intérieurement, j'étais en train de cramer. Donc, pour te répondre de manière assez simple, je pense que oui, quoi qu'on dise, les gens ressentent. Je pense qu'on peut au maximum le cacher, mais qu'en fait, on est en train d'accélérer le trouble parce que bah, on est en train aussi de créer une sorte de double, non pas personnalité, mais de double santé mentale, si on veut. Une qu'on affiche et une qui est intérieure. Et en fait, il y a un moment où ça pète. Il y a un moment où en fait vos proches, vos collègues, n'importe qui va se rendre compte qu'en fait, bah, voilà, enfin, la digue a lâché. Et mon message sur on n'apprend pas à nager au cœur de la tempête, je pense que c'est très juste. Et donc, je pense que en fait, il faut vraiment pas s'occuper du sujet du stress au travail. Enfin, si on s'en occupe trop tard, c'est déjà bien de s'en occuper, mais en fait, c'est quand tout va bien qu'il faut s'en occuper. Et c'est paradoxal parce que, enfin voilà. Et tu nous parlais du Covid, justement. Je pense que quand on parle de situation de crise, d'environnement de crise, on l'a tous en tête, ce Covid, de comment on l'a vécu, comment est-ce que, tu vois, il y avait ce stress un stress personnel dans la vie de tous les jours, dont on était confinés, il y a eu les couvre-feux et tout. Et il y avait ce stress aussi pour beaucoup d'entreprises en fait, ça impacte tellement notre business, nos façons de faire. Est-ce que la boîte va vivre? Donc, il y avait vraiment un double stress avec, en plus, ce qu'on a moins eu parce qu'ensuite, on a été un peu plus habitués au confinement. Mais tu vois, le premier confinement où on savait pas ce qui allait se passer, tu vois. Et là, avec ce moment qui a été super difficile pour tout le monde, qu'est-ce que toi, t'en as appris? Qu'est-ce que t'en as tiré en tant que manager? En fait, bah, justement que la transparence qui avait été préparée très tôt, hors de période de stress, hors de période de crise, elle avait été un allié incroyable parce que justement le terreau, enfin cette transparence depuis le début de la boîte, elle a créé justement un climat de confiance. Moi, j'ai dû prendre une décision difficile en mars 2020. En 2020. En fait, on n'avait plus de cash, on était en train de lever des fonds, on devait signer vers je crois, le 21 ou le 23 mars. Et en fait, la levée a sauté parce que le confinement a été déclaré et que beaucoup d'investisseurs se sont dit, en fait, je sais pas comment ça va se passer, donc je décale la levée. Et moi, on n'avait plus d'argent à fin juin. Et on était peut-être une centaine de salariés à ce moment-là. Et j'ai dû mettre fin à toutes les périodes d'essai parce qu'en fait, c'était un peu un choix enfin, c'était soit en fait j'arrête les 30 périodes d'essai, grosso modo. Donc c'est comme, enfin ça revient à licencier 30 personnes, hein, si on veut. Ouais. Soit donc 30% de l'effectif, soit en fait je prenais un risque d'avoir justement des OPEX, donc des dépenses beaucoup trop hautes. Et donc soit je réussissais à décaler notre durée de vie à septembre en licenciant 30 personnes ou en mettant fin à 30 périodes d'essai, soit je prenais les risques qu'en juin tout le monde s'arrête. Et donc, enfin, je parle de ça parce que ce que ça a montré concrètement, moi, ça a été très dur. J'ai fait des premières crises d'angoisse à ce moment-là parce que bon, j'ai appelé les 30 personnes un par un. Alors, j'ai eu la chance d'avoir un homme assez exceptionnel qui s'appelle Virgile Ringard, qui était mon DRH, qui est entrepreneur aujourd'hui d'une très belle boîte qui s'appelle Figures. Mais Virgile a été notre DRH chez Comet. Il a été notamment dans cette période très difficile de fin de période d'essai pour plusieurs dizaines de personnes. Il a été à mes côtés tout du long. Et donc, personnellement, ce que j'ai appris, c'est qu'en fait, je savais que j'avais toujours été très anxieux, mais que là, j'atteignais des limites parce que justement, j'avais des crises d'angoisse et je le cachais à tout le monde, même à ma copine, à mes parents, à tout le monde. Et collectivement, en fait, je me suis rendu compte que justement, vu qu'on avait toujours été transparent, il y a une confiance qui s'est tissée au fil des années qui fait que en fait, moi, j'ai montré en toute transparence nos chiffres, les différentes solutions face à cette situation. Donc, entre guillemets, virer personne, virer au minimum ou mettre fin à toutes les périodes d'essai qui étaient légalement notre maximum faisable. Parce que sinon, on pouvait faire un plan social, etc. Mais c'était encore d'autres trucs. Et donc, le fait de dire, écoutez, voilà le problème. En fait, c'est le même. Enfin, je pense que d'ailleurs, ça, c'est un bon tips pour les managers dans des périodes de crise. C'est que ça ne sert à rien de faire le truc vis-à-vis de l'équipe. Il faut en parler au maximum. Il faut maîtriser sa communication. Il faut en parler au maximum. Ça veut dire exposer le problème, bien problématiser en disant, écoutez, on n'a plus d'argent, enfin, on devait lever des fonds, voilà pourquoi c'est décalé. Là, à date, entre guillemets, la boîte n'a plus d'argent au 30 juin 2020. Et voilà les solutions possibles. Et en fait, dans un board, donc un conseil d'administration ou un conseil de surveillance, mais j'ai toujours fait le même exercice.
parce qu'on me l'a appris, en fait, c'était de venir auprès des investisseurs et des board members, donc les membres du conseil, en disant, voilà le challenge, le problème ou même l'opportunité. Et voilà les différentes pistes possibles, en faisant un travail intellectuel très honnête, en disant, bah voilà, objectivement, toutes les solutions possibles. Et ensuite, d'en discuter. Et donc, moi, en fait, avec l'équipe, j'ai fait un peu le même exercice que je faisais en board, en toute transparence, en disant, voilà la situation. Moi, mon rôle de CEO, c'est de prendre des décisions et de faire en sorte qu'elle soit bonne, cette décision. Mais sur cette décision, bien sûr qu'à la fin, c'est pas un vote collectif, c'est pas une. Enfin, en fait, c'est moi qui prends la décision, mais je vais vous montrer la situation, vous montrer les solutions, et ça a vachement aidé en fait, parce que bon, voilà, je me perds un peu dans la conclusion, mais je pense que la transparence a été un allié incroyable et que les gens finalement, moi j'avais peur qu'en fait les gens se disent que c'était une décision extrêmement dure, disproportionnée, que entre guillemets j'avais pété un plomb, que voilà. Et en fait, ce qui est chouette, c'est que les gens, en fait, font preuve d'une part de beaucoup de bienveillance. Beaucoup de gens m'ont demandé comment ça allait dans cette période-là. Ce que j'ai trouvé vachement beau, en fait. Enfin, toute l'équipe m'a envoyé des petits messages en me disant comment ça va toi. Et en même temps, toute l'équipe s'est soudée aussi dans ce moment-là, quoi. Et ça fait naître deux questions, du coup. La première, et tu l'as un petit peu soulevée, tu partages le fait de ne pas faire l'autruche, de vraiment partager ce qui se passe et la logique et le raisonnement que tu as pu avoir et les options. Et comment tu fais pour avoir le juste, enfin, le curseur bien placé entre voilà ce qui se passe, voilà la décision que j'ai prise et de montrer que tu es sûr et tu vois, enfin que tu es sûr que tu sais pas tout, mais tu vois, tu as quand même pris cette décision et ne pas tomber dans le c'est ça les options et je sais pas trop et peut-être que où les gens auraient pu se dire bah en fait moi je comprends complètement que tu doives licencier une partie des gens mais moi mon poste il est clé et que ça rentre pas dans une négociation qui devient ensuite super dure parce que la personne qui Bah, fait déjà quelque chose de dur elle est un peu paumée quoi. non, mais tu as raison, et c'est là où je dis qu'il faut être transparent, mais maîtriser sa communication. Ouais. Parce que transparent, ça veut pas dire que dès que j'ai une info, je la communique. Euh, Bien sûr qu'on la communique rapidement, mais en fait, on la communique une fois que déjà personnellement, on l'a digérée, on l'a comprise, vraiment de bout en bout. Une fois qu'on a bâti une conviction sur la voie à prendre, enfin, en fait, Mm. si on vient affolé face à un problème en disant à l'équipe, justement, de manière assez stressée et assez affolée, je ne sais pas ce qu'on va faire. En fait, là, je veux dire, c'est juste qu'il y a en fait, un coefficient multiplicateur. Plus on est de nombre, enfin, face à cette angoisse, enfin, plus on va être angoissé, quoi. Donc, grosso modo, ce qui est sûr, c'est qu'il faut déjà personnellement ou avec ses cofondateurs, avec ses collègues, avec qui de droit, mais il faut déjà se poser, digérer, bâtir la trajectoire qu'on va prendre. Donc déjà, en fait, on a déjà choisi la solution quand on communique, mais au moins on montre. Je trouve que c'est honnête intellectuellement de montrer en fait les voies, enfin le chemin qu'on prend et les chemins enfin, alternatifs qui étaient possibles initialement. En fait, moi, ce qui était chouette, c'est que, en fait, je stress testais un petit peu ma communication aussi. En fait, avant de faire une communication sur une centaine de salariés, j'avais la communication sur une petite dizaine qui était le COMEX, donc en gros les C-level et les head-off. Euh, il y avait tout âge, enfin vraiment tout, tout background confondu, donc c'était assez représentatif, c'était assez chouette, dans le sens où bah, fait une sorte de, enfin, j'avais les grandes questions et les grandes objections déjà en amont. Par exemple, Mm. euh, sur ces sujets de mon poste, il est crucial. En fait, il y a une réalité quand on met fin à toutes les périodes d'essai. Il y a, en fait, il y a une justice aussi qui est de se dire, j'ai pas envie de choisir. Parce que, bien sûr, en fait, c'est très subjectif et c'est le niveau de criticité d'un job, en fait. En tout cas, dans le Comet de 2020, on investissait autant sur les sales que sur la R&D, autant sur chacun des métiers. Mhm. Et donc, je trouvais que le côté, en fait, toutes les périodes d'essai sont arrêtées. C'était dur parce que notamment, enfin, à cette époque-là, on avait recruté notre directrice commerciale qui était super, qui avait fait même pas un mois avec nous, mais qui déjà cartonnait. Enfin, en fait, on le sentait trop bien. Et on avait aussi notre head of community, donc notre directeur de la communauté, qui venait de chez Uber, que malheureusement, en fait, on a fait démissionner de Uber, mais il n'était pas encore chez nous. Et donc, bah, en fait, j'allais lui dire, bah, finalement, tu viendras jamais chez nous. Alors, ce qu'on a fait aussi, pour qu'il ait le chômage notamment, on s'est arrangé que dans les papiers, dans les dates, en fait, tout le monde a eu le chômage. En gros, on a fait en sorte, on a gardé même pour certains jusqu'à fin juin, mais en fait, on a gardé dans les 30 les bonnes dates, les bons trucs, pour que ça, c'est Virgile qui a géré la partie tuyauterie un peu RH. Mais en fait, personne n'a été mis sur le carreau dans le sens, j'ai pas le chômage et je suis vraiment sur le carreau.
Mais ce qui était dur, c'est que dans la décision de mettre les 30, enfin en tout cas toutes les périodes d'essai, sans, entre guillemets, se poser la question de la criticité, c'était dur parce que je pense que malheureusement, il y a certains jobs qu'on aurait pu garder et que même idéalement, on aurait dû garder. Mais en même temps, ça, c'était plutôt une dimension, je dirais, juste de se dire, en fait, malheureusement, dans cette situation, je rentre pas dans le débat de quel est le niveau de criticité ou d'importance d'un job. On est dans une situation de crise. Et j'avais insisté sur le fait, je terminerai là-dessus, mais en fait, il faut être très pédagogue, comme en fait, moi, d'ailleurs, tous mes amis entrepreneurs qui m'ont beaucoup aidé à ce moment-là, mais pas que, hein, dans toute ma vie d'entrepreneur qui est encore naissante, mais ou les investisseurs, en fait, tous ces gens-là ils m'ont beaucoup appris dans ces périodes de crise que, en fait, on dit cash is king et que l'argent est clé, parce qu'il y a tellement, tellement d'histoires, tellement de comme quoi, en fait, on s'est retrouvé sans argent. Et donc, grosso modo, la première chose à faire en tant que CEO, ta responsabilité, c'est de préserver la trésorerie de la société. Et donc, j'avais là aussi, en effet, un peu miroir, mais passé beaucoup de temps sur cette pédagogie de je suis pas, en fait, enfin, je suis un mec qui vote à gauche, j'en ai un peu rien à foutre du capitalisme, etc. Mon point, c'était juste de dire qu'en tant que société, l'argent est clé dans ces moments de crise. Donc, en fait, on doit préserver au maximum notre trésorerie, d'où, en fait, le fait que je dois malheureusement arrêter les périodes d'essai. Et tu vois, là, du coup, quand tu as arrêté les 30 périodes d'essai, évidemment, il y a dû y avoir un vent de panique pour ceux qui n'étaient pas en période d'essai mais qui étaient dans l'entreprise en se disant waouh, c'est des postes clés qui aussi, eux, ont été arrêtés. Qu'est-ce qui va se passer pour moi? Qu'est-ce qui va se passer pour la boîte? Et ça, comment est-ce que vous avez fait pour limiter une addition de vent de panique pour les gens qui, eux, n'étaient pas en période d'essai? Justement, parce que comme on communiquait de manière transparente et qu'on avait quand même pas mal. En fait, moi, j'ai fait une sorte de service après-vente, de service après communication, en vrai. Et donc, en gros, moi, j'avais laissé des heures, enfin, des slots ouverts dans mon agenda dans les jours qui ont suivi et ça n'a pas duré très longtemps, dans le sens où les gens, en fait, sont venus très vite me parler et on va dire, une semaine après, j'avais plus grand monde qui ne m'avait pas parlé. Mais, Ok. et donc, en fait, j'ai traité, même si parfois il fallait le faire en one-one, j'ai traité tous les concerns, donc toutes les objections, les questions, les gens qui disaient, mais OK, en fait, moi, je suis en CDI depuis un an. Là, par exemple, je m'engage sur un crédit immobilier. Est-ce que je dois le faire, quoi? Et en fait, le fait d'être très transparent, moi, la seule chose que j'ai dit à tout le monde, c'est écoutez, on avait reçu une term sheet, on avait reçu des engagements forts d'investisseurs, que j'avais d'ailleurs partagé aussi à l'équipe, en disant, en fait, on a eu des engagements fermes, on est pour l'instant fin mars au 20 mars, 25 mars. En fait, bien sûr que c'est décalé parce que tout le monde panique sur le marché. La bourse, d'ailleurs, est tombée, en fait, fin mars 2020. Elle a perdu, je sais plus, peut-être 20 ou 20, enfin, peut-être 15%, je sais plus. Mais donc, en fait, j'ai juste dit, il faut le temps que tout se décante rapidement et je pense que d'ici l'été, on aura de la visibilité. Avec les décisions qu'on a prises, le job est garanti jusqu'à septembre, mais malheureusement, je peux pas dire plus. Mm. Et en fait, tout le monde, comme on communiquait nos résultats mensuellement et dans la communication, on a toujours mis notre cash. Donc, combien il nous reste d'argent. Les gens n'étaient pas surpris quand on leur a dit fin mars, on a de l'argent jusqu'à fin juin. Enfin, ils le savaient, en fait. Par Ok. contre, de leur dire la levée est décalée, ça les a stressés. Mais quand vous bossez en startup qui n'est pas rentable, si le management a une communication transparente, en fait, vous savez quand vous prenez un crédit immobilier que la startup est déficitaire et que si la levée se fait pas, c'est compliqué. Voilà. Donc non, il n'y a pas eu de surpanique, au contraire, en fait. Je pense que ce qui fait paniquer les gens, c'est l'absence de communication, ou il y a une communication, mais elle ne répond pas aux vraies questions. Parce que, et c'est ce que moi je vois, d'ailleurs, j'ai bossé pendant 5 ans avec des grands groupes français, et c'est ce qu'on voyait très souvent, en fait. C'est que, alors il y a des contraintes différentes parce que les volumes ne sont pas les mêmes. Il y a des dizaines de milliers de salariés, et il y a aussi une contrainte, c'est pas une contrainte, mais il y a une dimension syndicale forte et à raison. Mais mon point, c'est que je pense que ce qu'on reproche souvent enfin, au management au sens large, c'est que soit il y a une absence de communication en temps et en heure, c'est-à-dire qu'elle est soit inexistante, soit très lente, enfin très longue, trop tard, ou soit quand elle a lieu, en fait, bah, il y a un peu un discours de langue de bois où on vient pas parler des vrais sujets. Et donc, je pense qu'au contraire, enfin, il faut prendre les gens comme littéralement des alliés. En fait, il n'y a pas de notion de, enfin voilà. Et donc, on est une équipe au global, et il faut vraiment leur parler avec conviction, mais toute transparence, quoi. Et ça se Tout à fait. prépare. Enfin voilà.
Hyper clair. Et tu vois, là, si je reprends cet exemple, je suppose que ça a dû te prendre énormément de temps parce que tu as parlé à quasi tout le monde. Et du coup, il y a un sujet, moi, qui me vient, mais qui est plus lié à l'organisation. Mais dans un moment où donc c'est un peu le bordel, grosso modo, les chiffres vont pas. Là, on a pris l'exemple du Covid, mais ça pourrait, comme tu le disais, se ressentir pour une startup à un autre moment qui a pas beaucoup de trésorerie. Tu as ce stress-là que toi, tu vis en tant que CEO, mais que tu vis aussi en tant que manager les chiffres sont pas au rendez-vous. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pour mes équipes? Tu prends du temps pour tes équipes, pour leur parler, être transparent et essayer du coup justement aussi de maîtriser cette communication pour pas les faire paniquer tout en leur donnant les informations dont ils ont besoin. Mais toi aussi, si tu prends beaucoup de temps pour le faire en one-to-one ou le faire avec tes équipes, comment pas tu regagnes du temps, mais tu vois, on a tous un problème de temps en tant que manager. Donc, comment tu t'étais organisé ou comment tu t'organises pour pouvoir, toi, produire en tant que manager, faire tout ce que tu dois faire et rajouter cet extra temps avec toutes les personnes que tu manages? Ma question est un peu brouillon, je sais pas si. Non, 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 si, si, elle est très claire. Elle est très claire et en fait, j'ai fait une réponse propre au Covid, mais une réponse aussi plus générale. Mais j'ai toujours travaillé avec ce qu'on appelle la matrice d'Eisenhower, qui est la matrice d'urgent important, que beaucoup de gens connaissent, je pense, mais qui est très simple et qui est de se dire sur chacun de mes sujets, est-ce que c'est urgent, est-ce que c'est important? Et en fait, moi, j'aime bien la voir de manière relative, c'est que c'est dur de juger un sujet seul, donc il faut les comparer, les sujets. Parce qu'en fait, si vous dites, par exemple, j'en sais rien, je dois faire, j'ai une bêtise, hein, un business plan, est-ce que sur 10, c'est urgent, est-ce que c'est important, c'est dur. Par contre, si je dois faire un business plan où je dois communiquer à l'équipe, en fait, quel est le plus important et le plus urgent des deux. Donc c'est bien, je trouve, la matrice Eisenhower de le faire en relatif et donc de comparer des tâches ensemble. Et en fait, moi, la réalité à ce moment-là, c'était de dire, mais finalement, il n'y a rien de plus urgent, il n'y a rien de plus important que d'empêcher la team de freak out, donc de paniquer. Et parce que j'ai envie d'empêcher les démissions, j'ai envie d'empêcher les burn-out potentiels dans le sens, enfin pas un burn-out, mais justement une surpanique, même personnelle, qui va justement créer de l'anxiété très forte et donc des arrêts de travail ou des gens qui vont être pas bien du tout. C'est pas la perte de productivité qui me stressait dans la démission ou l'arrêt de travail. Ça, je m'en fous parce qu'en plus, on était plutôt au ralenti à ce moment-là, d'un point de vue business, parce que tout est en train de se freeze. C'était plus que je trouvais ça dommage de perdre des super personnes parce qu'il y avait un moment une mauvaise gestion de notre part. Donc, euh, en fait, il n'y avait rien de plus urgent et rien de plus important de ça. Donc, déjà, très naturellement, c'était normal que je passe du temps en one-to-many ou en one-one, donc avec l'ensemble de l'équipe ou des petits comités ou même en one-one. Il n'y avait rien de plus urgent et plus important. Donc, déjà, en fait, ça me mettait très à l'aise sur le fait de passer 50% ou 70% de mon temps. C'était assez décroissant. C'est que le jour de la communication, enfin, le jour qui a suivi, euh, j'ai passé peut-être ma journée à faire ça. Le lendemain, j'ai passé deux tiers. Et puis voilà, ça allait Ok. décrescendo. Et donc, je pense que dans les périodes de crise en manière générale, enfin, par définition, dans un moment difficile, que ce soit une crise enfin, planétaire comme on a vécu ou bien une crise interne, une crise de résultats, en fait, il faut juste, enfin, par exemple, quand les résultats sont pas au rendez-vous, il n'y a rien de plus important que de comprendre pourquoi. Et donc, d'aller continuer à essayer de faire du résultat, en fait, quand la première étape, c'est de comprendre pourquoi on n'a pas fait le résultat, enfin, c'est, c'est, c'est normal et c'est sain. Donc il faut toujours se poser la question, qu'est-ce qu'il y a de plus urgent, de plus important? C'est qu'une question. On m'a souvent dit que l'image, enfin, on m'a souvent donné l'image en entrepreneuriat que monter une boîte ou gérer une boîte, et c'est assez juste, en fait, il y a un patient qui arrive à l'hôpital, vous êtes l'hôpital, et le patient, il a tous les os cassés et tous les organes de perforés. Et la question, c'est par quel organe ou quel os je vais commencer. Si vous commencez par soigner la cheville alors que son cœur ne bat plus, en fait, on s'en fout un peu de la cheville. Et c'est un peu le même sujet ici, c'est que, en fait, votre société, elle a plein de trucs de cassés, elle a plein de problèmes. La question, c'est est-ce que vous commencez à réparer le genou ou le cœur, quoi. Et c'est ces questions-là qu'il faut se poser en période de crise pour se dire, en fait, et il faut très bien le vivre. Enfin, moi, je l'ai toujours assez bien vécu, le fait d'oublier des trucs qui étaient importants il y a une semaine qui ne sont plus aujourd'hui, parce que l'importance, c'est un organisme vivant qui change constamment. Donc, la clé, c'est d'être agile là-dessus et de savoir fermer un sujet qui était important, urgent il y a une semaine, mais aujourd'hui ne l'est plus. Très bien. Et c'est quoi tes sources d'inspiration? Parce que tu dis que c'est des sujets qui te tenaient beaucoup à cœur et que tu t'étais beaucoup informé et formé à ces sujets. C'est quoi les sources d'inspiration pour réfléchir justement à comment manager en environnement de crise? En fait, j'ai pas mal lu, enfin, j'ai lu un peu de tout, j'ai lu des articles, des livres, enfin voilà, j'ai lu pas mal de trucs. Il y a un livre qui m'a marqué,
qui est pas un vieux livre, mais qui peut peut-être avoir une dizaine d'années, même plus, qui s'appelle, alors j'ai un anglais horrible, qui s'appelle The Hard Things About Hard Things de Ben Horowitz, qui est aujourd'hui l'un des peut-être fondateurs, partenaires d'un fonds qui s'appelle A16Z. Bref, c'est un super entrepreneur, c'est un super investisseur, peut-être même l'un des meilleurs au monde. Il a écrit un bouquin, donc The Hard Things About Hard Things, qui est peut-être un peu too much en fonction de votre crise, parce qu'en fait, dans ce bouquin-là, on se rend compte qu'il est cofondateur et CEO d'une boîte, et au même moment, il a plein de problèmes perso, mais très graves. Enfin, je crois que sa femme est d'un cancer. Enfin, je veux dire, c'est très, très grave. Mais en fait, il va montrer, en fait, dans ce bouquin, on va voir la résilience, la combativité de l'entrepreneur. Et je trouve que ça m'a, moi, personnellement, beaucoup inspiré à l'époque. Et c'est toujours un livre que je recommande parce que c'est une preuve, justement, de résilience et de toujours et d'enthousiasme aussi, et que ce soit des crises professionnelles ou personnelles, c'est important de continuer à se battre. Donc ça, c'est un bouquin qui m'a beaucoup inspiré. Il y a un entrepreneur américain aussi que je trouve génial qui s'appelle Steve Schlafman, Schfalman. En fait, c'est un entrepreneur qui a fait un gros burn-out et qui maintenant est devenu coach. C'est lui qui a sorti, tous les ans, il sort un template d'annual review qui est assez connu. Donc, c'est pour faire sa revue annuelle. En fait, c'est lui qui a créé ça. Et lui, il a une newsletter, en fait, vous recevez un petit mail par semaine, et c'est une newsletter vraiment sur justement le management et la santé mentale au sens large, quoi. Et c'est très, très cool. Enfin, c'est trop bien, et donc je vous encourage à lire ça. Bien. Je prends en note d'ailleurs pour les participants qui sont avec nous, je prends en note tout ce qui est dit. Comme ça, dans le mail récap, je pourrais vous partager les différentes ressources pour que vous puissiez les avoir avec vous. Je vois qu'on déborde un petit peu, mais il me reste une question mais qui va clôturer cet échange. Finalement, si tu devais donner des conseils à des managers pour justement manager et manager en situation de crise, à la fois pour le vivre et à la fois en tant qu'individu, mais à la fois pour donner un cadre serein et positif et pour accompagner ses équipes, ça serait quoi? En fait, ça a toujours été, enfin, la santé mentale a toujours été tabou. Moi, je le vois, enfin, mon grand-père, je digresse, mais en fait, je sais que mon grand-père, quand je lui ai dit que je vais voir une psychologue, il s'était dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il est fragile, quoi. Enfin, maintenant, on en rigole beaucoup, et donc, ça a été tabou d'un point de vue sociétal, ça a été tabou au bureau aussi, parce que bah, malheureusement, il y a eu quand même, notamment, on va dire, il y a 20 ans ou il y a 10 ans, mais il n'y avait pas forcément cette ouverture interne au public sur la santé mentale, sur le burn-out. Il y a quand même pas mal de gens qui se sont fait abîmer par le travail pendant des décennies. Et donc, ça a été tabou socialement, ça a été tabou professionnellement. Aujourd'hui, on a la chance que, en fait, c'est devenu justement assez normal d'en parler ouvertement. Et donc, le conseil que je donne, c'est vraiment genre, enfin, ça existe, ça existera toujours. Et c'est même un beau sujet. Parce que, en vrai, le stress, il sauve la vie. L'anxiété, elle sauve la vie. Ça a été créé pour ça. Et ça peut être ces sujets-là, mais il y en a plein d'autres. Et donc, je pense qu'il faut les embrasser, ces sujets-là. Et comme tout, en fait, dans la vie, notamment au boulot, mais tous les sujets qu'on veut éviter, bah, en fait, ils reviennent fois 1000. Par exemple, je dis une bêtise, mais nous, les salaires sont transparents pour justement s'éviter plein de discussions de machine à café ou plein de frustrations. Euh, et donc, OK, c'est un peu lourd de mettre les salaires transparents dès le début de la boîte et de le faire avec des centaines de salariés. Mais en fait, à la fin, l'investissement, il est 1000 fois rentable. Et c'est pareil là-dessus, je pense qu'il faut investir du temps, des moyens. Il y a maintenant, j'ai vu que par exemple Alan a lancé une offre qui s'appelle Alan Mind, qui est une super offre en B2B pour les boîtes pour gérer la santé mentale, mais il y en a plusieurs, hein. Il y a Mocha aussi, enfin, il y a plein de belles boîtes françaises qui se lancent là-dedans. Donc ouais, en fait, j'encouragerais, enfin, on vient de créer une nouvelle boîte et dans la nouvelle boîte, la première chose qu'on a fait, c'était de se dire justement quelles sont nos règles de mental health, Ouais. d'équilibre vie pro. Et ces règles-là, c'est par exemple, il y a aucun, enfin, on a configuré Google, enfin, Gmail, Slack et tout. En fait, dès qu'on envoie des mails ou des Slack après 18 heures, ils sont envoyés le lendemain matin. C'est pareil, si c'est envoyé après le vendredi 17h, ça arrive le lundi matin. Et c'est tout bête, mais on a déjà mis en place plein de choses, alors qu'on n'est que 3 pour l'instant, mais on est en train de lever et on sera, je pense, 10 très bientôt. Mais en fait, on a tout de suite mis en place des règles. Donc, en gros, investissez du temps. Il y a beaucoup de choses très simples à mettre en place qui ont de vrais impacts. Et profitez de ne pas être forcément dans la tempête pour le faire. Et si vous êtes dans la tempête, bah, faites-le doublement, quoi.
Mais c'est un super sujet et c'est en plus de juste se sentir bien et de prévenir du stress. En fait, c'est des trucs qui, enfin, c'est bête, mais je prends un exemple perso qui m'a très bien marché, c'est que j'ai fait une TCC qui m'a montré qu'en fait j'avais 30 ans et que je faisais plus de sport depuis 10 ans. Et donc, bref, je me suis mis au sport il y a 2 ans et je fais du sport tous les jours. Et Ouais. aujourd'hui, je me sens trop bien et j'ai plus d'anxiété, fine. Mais en plus de plus avoir d'anxiété, c'est qu'être sportif, bah, c'est con, mais en fait, on est en meilleure santé physique, on se sent mieux dans sa peau. Enfin, et donc, en fait, il y a plein d'effets positifs et c'est pareil pour une boîte, c'est que tout ce que vous allez mettre en place pour, entre guillemets, prévenir ou prémunir du stress, non seulement ça va ok, faire ça, mais il y aura plein d'autres valeurs, en fait, additionnelles. Donc, il faut le faire, quoi. C'est trop cool. C'est pas défensif comme action. C'est pas un truc défensif. C'est plutôt, c'est pas des digues que l'on crée contre des vagues de stress. C'est un peu Mm. l'inverse. C'est qu'en fait, on crée une boîte qui non seulement sera assez déstressante, mais en plus va apporter plein de side effects très positifs, quoi. Trop bien. Bah, merci beaucoup, Charles. Il y a une personne qui l'a noté dans le chat, mais merci de prendre la parole sur ces sujets-là, qui sont des sujets hyper clés. Et en fait, merci d'oser dire que par moment, t'allais pas bien et que t'as fait les choses pour aller mieux et que c'est OK, que c'est pas tabou. Parce que oui, même si on en parle de plus en plus, ça fait quand même du bien d'avoir des personnes qui vont nous le dire honnêtement et qui vont bien aujourd'hui et de savoir aussi qu'il y a des moments où ça va moins et ça va mieux. Euh, Moi, de ce que je retiens là complètement aujourd'hui, c'est le côté humain aussi que tu transparais énormément en tant que manager. C'est une qualité et en fait, en situation de stress, c'est peut-être revenir à la base de on est tous des humains et si on nous dit les Ouais. choses, on peut les comprendre et donc c'est de la communication et c'est de la structure de communication de on met pas tout sous le tapis et on prend le temps de le faire et ensuite revenir aussi sur en fait un individu qui va pas bien peut pas malheureusement accompagner des gens et mettre des choses non stressantes dans la structure. Donc en fait, il y a prendre soin de soi, quels que soient les moyens, que ce soit psy, sport, couper le soir, l'équilibre vie pro qui nous convient, pour ensuite communiquer, écouter et être transparent avec ses équipes. Et ça, Et que se ce soit... rappeler. Vas-y, Non, non, pardon. mais tu as raison et je te coupe juste parce qu'il y a un truc qui me revenait et je voulais vous le partager, mais on se le dit souvent, enfin on se le disait souvent, on se le dit encore aujourd'hui dans la nouvelle boîte, mais se rappeler qu'on n'est pas des chirurgiens cardiaques. Ouais. Enfin, c'est bête de dire ça, mais en fait, ça fait du bien aussi de se rappeler que on n'envoie personne dans l'espace, qu'à la fin de la journée, bon bah oui, c'est dur de pas faire les résultats, mais qu'à la fin de la journée, il y a personne qui va mourir. Ouais. Et il y a personne qui sera perdu dans l'espace parce qu'on l'a pas ramené sur Terre. Et donc, de juste se rappeler que, je dis pas qu'il faut rire du travail, parce que c'est aussi sérieux, enfin, je veux dire, c'est bien de faire ses résultats, c'est bien de faire des boîtes qui cartonnent. Et ça veut pas dire de pas être ambitieux, que de simplement se rappeler qu'on a la chance de ne pas faire non plus des métiers. Quand on est manager, c'est qu'on n'est pas chirurgien cardiaque en général. Il n'y a pas de Mmh. management chez les chirurgiens cardiaques. Et donc, enfin, voilà, c'est une image un peu ridicule, mais Ouais. ça permet aussi de se relâcher 2 secondes et de se dire que c'est vrai qu'à la fin, personne ne devrait mourir si en fait je fais pas mes OKR, quoi. Je suis complètement d'accord. Moi, c'est Agnès Alazar qui a cofondé Maria qui me disait en fait, ta bulle de respiration, elle t'est propre et c'est toi qui la maîtrise. Et à toi de te l'autoriser. Tu te la bloques, tu te la coupes. En fait, tu vas piétiner sur celle de tout le monde parce que toi-même, tu vas être au bout du rôle, tu vas pas pouvoir savoir Exactement. démêler et prioriser et se dire waouh. Au pire, j'annule mon rendez-vous d'après, j'explique pourquoi, je le reprogramme et Exactement. je me suis récupéré 20 minutes pour faire ce que j'avais à faire qui était plus important, quoi. Donc, trop bien. Tu as aussi eu pas mal de messages sur le chat, notamment Samia qui disait se montrer en tant que personne humain lorsqu'on est un leader, c'est une belle qualité. Donc, c'est une très belle phrase de conclusion, Samia. Je me permets de te la prendre. Mais merci, Charles, pour ce partage. Merci à vous Merci à tous toi. d'avoir été avec nous. Je vous envoie un mail récap. Et puis, je vous souhaite à tous une très belle après-midi. Et tu as des messages de remerciements que je t'enverrai, Charles, dans le chat. Merci Trop beaucoup à gentil. tous. Bon Et après-midi tout le monde. à très vite. Et si les sujets de management nous intéressent, on a plein d'autres events sur le management, mais aussi sur d'autres sujets. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur Meetup, Livestorm, LinkedIn, etc. Merci à tous.